Alors je commencerai par une partie d'un poème célèbre de Verlaine, qui à mon avis va bien dans le sens, en tout cas, de Jung, de la vision jungienne du rêve. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et qui m'aime et me comprend. C'est l'idée de l'anima, c'est un beau poème, c'est le refrain du poème. Mon rêve familier, pour le citer, c'est le rêve de ce que Jung appellera l'anima, c'est-à-dire l'inconscient féminin en l'homme. Il y a la femme à l'animus, l'équivalent féminin, qui serait l'animus, la partie, disons l'image de l'homme idéal. Alors ça peut être l'image du père, pas toujours, mais c'est souvent l'image du père, l'image de la mère pour l'homme. C'est un certain idéal de l'autre sexe, qu'on recherche dans sa vie, plus ou moins. Bon. Il n'y a pas que ça chez Jung, mais Jung fera bien la distinction entre les rêves freudiens, ce que j'appelle freudiens, c'est-à-dire les rêves qui correspondent à l'interprétation freudienne, c'est-à-dire satisfaction déguisée d'un désir à travers le rêve qui va prendre des formes, puisque Freud, je le rappelle, distingue entre le contenu latent et le contenu manifeste. Manifeste, c'est ce que vous rêvez, c'est l'histoire en tant que telle. Le contenu latent, c'est le message caché. Pour donner un exemple tout bête, vous rêvez que vous mangez une pomme, Freud va y voir de la sexualité, alors que tout simplement vous aviez peut-être envie de manger une pomme. Voilà. Ou que la pomme peut signifier, si on est jungien, il trouvera autre chose que la sexualité dans la pomme, le fruit défendu, etc. Vous pouvez avoir cette vision. Voilà, bon, c'est un exemple. Il pourra trouver tout à fait autre chose par rapport à votre contexte, par rapport à votre vécu, etc. Donc, distinction quand même intéressante entre contenu latent et manifeste, le rêve tel qu'il est, et on n'y croit pas, ceux qui refusent la psychanalyse, qui disent le rêve ne sert à rien, c'est juste peut-être un gardien du sommeil, ou c'est juste une fonction physiologique, bon, diront, il y a le contenu manifeste, c'est une histoire, il ne faut pas chercher de sens. C'est pas mon cas, bon, moi je pense que les rêves ont un sens, après, trouver le sens des rêves, c'est pas évident, il y a des clés certainement. On a besoin certainement d'être aidé. Parfois, on peut trouver soi-même le sens, c'est évident. J'en parlais encore ce matin avec Pierre, qui dit un petit mot tout à l'heure. Des rêves prophétiques. Jung parlait de rêves prophétiques, entre guillemets, avec un message universel. Alors, c'est peut-être pour Jung le témoignage de ce qu'il appelle l'inconscient collectif, un grand message. Par exemple, vous voyez l'archétype de Dieu, c'est le soleil, et puis vous sentez un amour fou, vous voyez le soleil qui se lève, vous sentez un amour fou, vous êtes complètement. Ce sera, on va dire, un rêve initiatique, un rêve du divin, voilà. Ou le rêve du dragon, bon, ce serait l'archétype un peu de l'inconscient refoulé, etc. Ou vous rêvez que vous êtes un chevalier qui pourfend des monstres, des genres de rêves qui peuvent arriver. Ça, c'est des rêves d'archétype, c'est bon, des rêves prophétiques, d'inconscient collectif. Vous avez une mission, voilà, vous allez prendre votre rêve au sérieux. Peut-être que ça va donner. Certains scientifiques ont rêvé de leur découverte. Alors, j'en viens justement aux écrivains, puisqu'on a beaucoup d'écrivains aujourd'hui, parmi nous, des livres qui tournent, là, on va parler des livres, des romans notamment, anglo-saxons, irlandais notamment. Il faut savoir que les plus grands best-sellers au monde, si on met de côté, bien sûr, les livres religieux, la Bible, le Coran, les plus grands best-sellers au XIXe siècle sont des livres écrits par des anglo-saxons. Alors, c'est des cauchemars, en fait. À la base de ces grands best-sellers, il y a des cauchemars qui ont été faits par les trois auteurs dont je vais parler. Mary Shelley, pour Frankenstein, c'était un cauchemar. Elle a fait le cauchemar de l'histoire de Frankenstein, alors, avec sa culture de l'époque, la science pas très avancée de l'époque, puisque bon, ça donnera le scénario de Frankenstein qu'on connaît tous. D'ailleurs, c'était un petit concours qu'elle avait fait avec des amis, son fiancé était médecin. Elle avait fait un concours, ils avaient fait un petit concours de celui qui écrira l'histoire, la nouvelle la plus effrayante. C'est elle qui a gagné, parce qu'elle a rêvé de cette histoire, c'était un cauchemar donc, et puis ensuite elle a travaillé son rêve, bien sûr. Elle a fait un roman qui a été un des plus grandes ventes. Il y a le cas de Dracula, de Bram Stoker, c'était aussi à la base un cauchemar qu'il a fait. Après, il s'est renseigné, il s'est documenté, etc. Mais le point de départ, disons, l'inspiration initiale, c'est souvent un rêve ou un cauchemar. Où vous avez le cas aussi de Stevenson, de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On pourrait multiplier les exemples. Des grands cinéastes disent aussi, James Cameron par exemple, on lui avait demandé, j'avais une fois une émission, un reportage, il disait qu'en fait, ces plus grands scénarios qui ont marché, notamment Alien, c'est quand même un truc de fou. Il en a rêvé, quoi, le cauchemar, quoi. C'est vrai que c'est cauchemardesque et c'est réussi. Et de grands réalisateurs américains ou autres d'ailleurs expliquent que c'est les rêves quand même. La première inspiration souvent pour la créativité littéraire, cinématographique, artistique, etc. Et même parfois scientifique,
ça peut sembler plus surprenant, mais c'est vrai aussi parfois pour la science. Ce sont des rêves. Alors, Alice au Pays des Merveilles, hein, on pourrait en citer d'autres, hein, pour ne pas être que dans le cauchemar, quoique Alice au Pays des Merveilles, malgré son titre, c'est un peu cauchemardesque aussi, par contre. C'est vrai, on peut déplorer peut-être que ce soit, surtout les exemples que j'ai donnés, c'est des choses plutôt horribles. Bon, il peut aussi y avoir de très beaux rêves qui font des belles œuvres. Malheureusement, effectivement, les œuvres heureuses ont moins de succès que les œuvres tragiques. Bon, la nature humaine est ainsi faite. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus des histoires d'horreur, des histoires de terreur, de tragédie, etc. Il y a plus de paiement. Exactement, voilà, il y a plus d'adrénaline, etc. Bon. Voilà. Donc, la thématique, c'est le rêve porte de l'inconscient, vous aurez bien compris, pour Freud, comme pour Jung, hein, la fameuse phrase de Freud, le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Jung est tout à fait d'accord. Simplement, Jung va plus loin, puisqu'il ne va pas se contenter des rêves au sens freudien. Il ne rejette pas la version freudienne, hein, d'ailleurs. Mais il va au-delà, puis il n'a pas la même méthode d'analyse des rêves. Hein. C'est par association d'idées, ça va beaucoup plus loin. C'est quelqu'un qui était aussi beaucoup plus ouvert, comme on l'a vu hier, sur la parapsychologie, sur l'orientalisme, l'ésotérisme, l'alchimie, etc. Donc il a beaucoup plus de clés d'interprétation, plus variées que celles de Freud. Freud se cantonne quand même essentiellement, pas que, parce que ça nous le rappelle, il ne faut pas réduire Freud à un pansexualiste, c'est quand même beaucoup plus riche que ça, mais c'est quand même souvent ou soit la sexualité refoulée, ou alors le désir de meurtre, le parricide, enfin des choses plutôt sombres, hein, puisque je rappelle que pour Freud, l'inconscient est plutôt sombre, hein, c'est du refoulement, on refoule en général ceux dont on a honte, alors que pour Jung, l'inconscient c'est aussi un trésor de spiritualité. Il y a la part d'ombre, ce que d'ailleurs Jung appelle l'ombre, qui n'est d'ailleurs pas un terme péjoratif hein, chez Jung, on a besoin de consulter notre ombre. Oui, il y a la persona, c'est le masque social qu'on porte. Le jour, hein, on fait bonne figure, etc., dans la société, et la nuit, quand on dort, ou parfois même avant qu'on dorme, quand on a un peu bu, quand on est dans un état second, voilà, là, l'ombre va se manifester, c'est peut-être notre vrai moi qui va se manifester, sans l'inhibition, je dirais, sociale, et que bon, on n'ose pas se montrer tel qu'on est, on porte des masques. Persona, d'ailleurs, c'est un terme latin qui veut dire le masque d'acteur. Les acteurs des tragédies grecques portaient des masques, on appelle ça des personnages. On verra le personnage, justement, du théâtre, du cinéma. Il est dans son personnage, etc. Alors que l'ombre, ça serait plutôt le côté notre inconscient. Mais l'inconscient chez Jung est beaucoup plus complexe, il est stratifié. Je dirais qu'il y a 3 types d'inconscient. Alors il y a l'inconscient individuel, celui qu'on retrouve chez Freud, personnel. Il y a l'inconscient collectif, ça c'est une grande découverte de Jung et elle est très importante par rapport aux rêves, parce que l'inconscient collectif il va se manifester essentiellement par des rêves et des mythes d'ailleurs. Toute la mythologie c'est de l'inconscient collectif. Des archétypes, c'est des images comme ça ancestrales. Alors Jung n'a pas réponse à tout, c'est un mystère, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être d'un monde spirituel, d'un monde des idées à la Platon, c'est une sorte de monde spirituel d'ailleurs, un champ morphogénétique comme on dit parfois. Un mot, bon, ce qui explique aussi que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait une grande découverte scientifique dans un endroit du monde, aujourd'hui on se dira c'est l'espionnage, mais même à l'époque où il n'y avait pas autant d'espionnage, il y avait souvent des grandes découvertes qui se faisaient dans 2 pays différents sans qu'on se soit concerté. Ou même d'ailleurs la découverte de l'inconscient, on l'attribue à Freud, mais il paraît que Jung, par humilité, il n'a pas voulu la ramener parce qu'il sentait déjà qu'avec Freud c'était un peu chaud, quoi, la relation. Donc il a joué profil bas, mais il avait découvert par lui-même l'inconscient à travers le spiritisme justement de sa mère. Sa mère est une adepte du spiritisme parce qu'elle pensait, à tort ou à raison, mais je crois que c'est prouvé, il paraît, hein, on a fait des recherches, elle était une descendante du grand Goethe. Donc un illustre ancêtre, Goethe, Champollion, on a tellement envie de comique avec lui. Donc elle l'organisait, on peut imaginer une belle, parce que c'était une famille très riche, hein, la famille Jung. Dans sa maison, le père de Jung était pasteur d'ailleurs, mais il a un peu rejeté son protestantisme. Hein. Il est un peu trop sec, trop austère, c'était pas tellement son truc, il s'est plus intéressé à l'Orient, à l'Asie, etc. Et sa maman, elle, il n'a pas été beaucoup de temps, mais sa maman faisait des tables tournantes avec ses copines. Et puis Jung, le petit Jung, il regardait ça, alors ça l'intriguait. Il était à bonne école, en fait. Oui, et pour lui, c'était une manifestation, comme il croyait, il a eu du mal hein, au début, parce que c'était quand même un jeune médecin, quand il a fait ses études de médecine, il était quand même dans un carcan en Europe très positiviste, scientiste. Donc, il a considéré que c'était plutôt une manifestation de l'inconscient.
et notamment de l'inconscient collectif, parce qu'il y a des trucs complètement incroyables auxquels on n'aurait jamais pu penser. Et comme il refuse la réincarnation, Jung, et il le dit très clairement dans ses livres, il ne faut pas chercher de la réincarnation chez Jung, il va d'ailleurs substituer cette théorie de l'inconscient collectif à la théorie de la réincarnation, pour dire peut-être que effectivement pour lui ça serait plutôt des choses ancestrales, très anciennes. Pourquoi on a l'impression de revivre ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on appellerait les régressions dans les vies antérieures, puisqu'il a utilisé l'hypnose aussi au début, avec ses patients qui racontaient des vies antérieures. Des gens qui croyaient dans la réincarnation, qui disaient oui, j'ai certainement vécu ça. Ils disaient non, c'est pas la réincarnation. Bon, après, il s'est peut-être trompé, je sais pas qui a raison, mais lui pense que c'est plutôt des réminiscences archétypales, c'est-à-dire des éléments de l'inconscient collectif de l'humanité qui vont ressurgir dans la conscience individuelle. Et un troisième type d'inconscient, qui fait partie un peu, je dirais, de l'inconscient individuel, mais qui est un peu à part, c'est ce qu'il appelle l'anima animus. Ça c'est plus spécifique à la vie amoureuse, puisque Jung a beaucoup écrit sur la relation amoureuse, mais justement d'une manière plus romantique. C'est un grand romantique, descendant de Goethe peut-être, dimension très romantique aussi chez Jung. Il ne faut pas négliger, c'est quelqu'un qui a lu énormément de romans, qui avait beaucoup de relations avec tous les grands écrivains de l'époque. D'ailleurs, il a psychanalysé des grands écrivains, notamment le fameux Joyce, qui a écrit Ulysse, et pas seulement lui, pas mal de grands écrivains de l'époque. Hermann Hesse aussi a été psychanalysé par Jung. Plein d'écrivains du XXe siècle sont passés entre les mains de Jung, ça les a aidés, ça a peut-être même boosté leur créativité, certainement. Jung était aussi dans cette dimension-là, parce que pour lui, il ne voulait pas avoir des malades, ça ne l'intéressait pas, il voulait consulter avec monsieur tout le monde, des personnes qui avaient des quêtes existentielles. Pour lui, le psy ne doit pas seulement soigner des névroses, c'est son rôle, mais il doit s'adresser à tout le monde. Voilà. Il a vraiment élargi la psychanalyse, ce que Freud lui a aussi reproché. Mais venons-en, pour que je ne sois pas trop long et laisser un peu la parole aussi à Pierre, à la thématique de l'au-delà. À mon avis, il en parlera. Il en rajoutera, il rajoutera des choses intéressantes sur ce pan-là. Parce que dans beaucoup de traditions, alors Jung il est à la frontière, il s'est un peu arrêté à la frontière. Je ne sais pas toujours, parce qu'il y a toute une évolution, on sent qu'il est quand même assez mystique, il a un tempérament mystique, mais en même temps il reste quand même dans sa position de médecin, de psychiatre, d'occidental, cartésien, enfin en tout cas rationaliste. Donc il n'ose pas tout à fait faire le pas entre l'idée, disons, d'un inconscient collectif, d'une dimension énergétique qu'on retrouve d'ailleurs dans le taoïsme, et l'idée carrément d'un au-delà, des morts qui survivent. Je pense, à mon avis, qu'il y a cru, mais qu'il n'a pas, justement pour des raisons, je dirais, stratégiques, il n'a pas trop voulu mettre ça en avant. Déjà, il a été très attaqué, critiqué par les Freudiens, critiqué par tout le monde, parce que c'était des idées complètement révolutionnaires. L'idée de l'inconscient, déjà, c'était une idée subversive au début du XXe siècle. Donc je pense peut-être pour se protéger, il n'a pas voulu aller trop loin, pour éviter qu'on lui fasse un procès en inquisition, en nouvelle inquisition, en inquisition scientiste. On ne voulait plus les gens, heureusement, mais on pouvait les radier de l'ordre des médecins, par exemple, etc. Ça pouvait être très très dur à vivre pour son image. La presse, etc., était déjà assez redoutable à l'époque. Donc je pense qu'il a voulu se protéger et pas trop aller vers cette dimension de hall. Mais effectivement, dans toutes les traditions, et Jung il en parle avec beaucoup d'intérêt, il s'intéresse à toutes ces traditions, dans toutes les traditions spirituelles, vous avez l'idée que le rêve est plutôt, je dirais, la voie royale qui mène à l'au-delà, et non pas à l'inconscient, puisqu'on ne le connaissait pas, c'était l'au-delà, le monde des esprits, que ce soit les bons ou les mauvais esprits d'ailleurs, soit dans la tradition chamanique, le rêve a une grande importance aussi. On se racontait les rêves autour du feu dans les forêts sibériennes de l'époque, chez les Amazones. Bon, après, certains utilisaient des drogues actuelles. Il suffit de lire Castaneda, le néo-chamaniste américain, Carlos Castaneda. Voilà. Oui, d'ailleurs. C'est difficile. C'est assez initiatique, oui, ça va dans tous les sens, mais il écrit très bien. Mais c'est fascinant. Il y a peut-être à apprendre à laisser, mais bon, parce qu'on l'a aussi accusé d'être beaucoup d'ailleurs, dans une dérive un peu sectaire, etc. Dès que quelqu'un fait des choses un peu qui changent de l'ordinaire, on va lui mettre une étiquette, on va le diaboliser en quelque sorte. La tradition animiste évidemment, et même notre tradition, je dirais française, avec druidique notamment, chez les Celtes, c'est très important. D'ailleurs, toutes les grandes légendes, le Seigneur des Anneaux, tout ça, bon, c'est de la mythologie, et à mon avis, ça, au départ, qui a créé les mythes? Je pense que c'est des gens, des médiums, ou des sages, ou des chamans, des sorciers qui ont rêvé, qui ont eu des rêves, et ça a donné la mythologie, à mon avis. On se racontait des rêves, après il y a eu une tradition orale, parce qu'on ne sait jamais qui a créé les mythes, finalement.
certains philosophes qui ont inventé des mythes, ce qu'on appelle des allégories, mais la plupart des mythes, c'est on n'a pas d'auteur précis, quoi. Et à mon avis, c'est simplement des traditions orales comme ça, qui sont poursuivies et qui sont centrées sur le rêve. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas, on va bientôt arriver à la partie aussi un peu concrète, on pourra parler des rêves, mais juste la parole à Pierre, mais juste un dernier mot. Je pense qu'on ressent soi-même différents types de rêves, au moins trois, on va dire trois catégories différentes, pour ne pas être trop compliqué, hein, peut-être plus que ça. Alors le rêve, j'allais dire, typiquement, j'appelle ça freudien, mais bon, c'est une manière de donner une étiquette. C'est le rêve, bon, on va satisfaire un besoin, bon, qu'on n'avait pas satisfait, ça peut se déguiser ou pas, d'ailleurs, bon, parfois on veut quelque chose et on rêve de cette chose-là, tout simplement. Bon, on a faim, on rêve qu'on mange un gros sanglier, voilà. Parce qu'on n'a pas mangé depuis quelques jours, bon, c'est trivial, mais là, il n'y a peut-être pas à chercher forcément trop loin. C'est assez rare qu'on fasse des rêves comme ça, vraiment, en tout cas. C'est assez rare que je fasse des rêves tout simples, voilà, tout bêtes, heureusement. Mais bon, on peut peut-être rêver des rêves, il n'y a rien à chercher, parce que bon, c'est évident, ça peut arriver, on laisse ça de côté. Il y a les rêves plus subtils, de type freudien, où c'est de la sexualité ou des désirs refoulés, pas seulement sexuels, mais des choses qu'on ne veut pas s'avouer, donc on va en rêver, c'est une satisfaction indirecte. Hein. On détourne, on contourne la fameuse censure, hein, qui veille à l'état de veille, c'est le cas de le dire. Et donc la nuit fait que les garde-fous, les gardiens s'endorment, donc l'inconscient en profite pour remonter à la surface, et ça donne des rêves dérangeants, etc., scabreux, etc. Bon. Et puis troisième voie, c'est les rêves, alors là il y a deux catégories encore, c'est les rêves spirituels, et là je séparerai encore deux catégories, effectivement, et là je rejoins tout à fait Pierre, des rêves, des élémentaux, enfin ce qu'on appelle l'astral, d'ailleurs, hein, ce que dans l'ésotérisme on appelle l'astral. Ça peut être des rêves, alors je donne l'exemple de rêve de l'astral, d'après moi, mais bon, c'est peut-être pas ça, mais donc ça peut être des fantômes, des choses comme ça, ou des entités. C'est pas forcément très élevé, mais bon, c'est pas forcément non plus diabolique, hein, quand on dit pas très élevé, c'est pas forcément des choses, ça peut être intéressant quand même. Et puis il y a les rêves prophétiques qui sont rares, comme j'en parlais au début, des grands rêves, là, on aimerait en faire tous les nuits, mais bon, c'est rare, quoi. Voilà. Si on a l'impression d'en faire toujours, c'est qu'il y a peut-être un problème. Ou alors on est vraiment un élu, quoi. Un prophète, pourquoi pas. Voilà. Voilà, en tout cas, moi, ce qui me fascine dans le rêve, c'est qu'on n'a pas du tout épuisé ce mystère du rêve. Hein. De temps en temps, des livres qui sortent, mais la science du cerveau avance, mais bon, c'est toujours pas résolu. Ce qui est sûr, c'est qu'on rêve toujours. Hein. Et même pas seulement nous les humains, les chats, les chiens aussi. Et tous les mammifères, en tout cas, rêveraient. Alors, on ne sait pas trop maintenant pour les reptiles, ça n'a peut-être pas trop d'importance de le savoir, mais c'est pas l'apanage seulement de l'homme. Bon, le rêve. Bon. Donc, oui, c'est une nécessité biologique, mais je pense que c'est vraiment une manière de communiquer avec autre chose qu'on appelle là, le nom qu'on lui donne, pas d'importance, c'est avec une transcendance. Ah, c'est les chances qu'on a. Oui, puis ça permet de compenser peut-être les insatisfactions de la vie. D'ailleurs, on rêve souvent plus quand on est en vacances, on a le temps de dormir plus, quand on n'est pas trop préoccupé par un travail, quand on est détendu. C'est là où c'est peut-être le bon moment pour noter ses rêves, par exemple. Mais je laisse la parole maintenant à Pierre. Merci. Tu as presque tout dit. Hein. Oui. Oui, alors dans les rêves, moi je voulais dire qu'il y a essentiellement deux types de rêves qui sont les rêves donc, que tu as mentionné justement, des rêves qui proviennent de perception du monde. Alors il y a plusieurs différents noms à ce monde, le monde psychique ou l'astral. Et ce sont des rêves que tout le monde connaît à 95% peut-être. C'est-à-dire que quand on a eu un rêve, généralement ça provient de la perception de ce monde qu'on appelle astral ou psychique, dans lequel on part sans s'en rendre compte, mais notre esprit va se promener dans ce monde psychique et revient donc avec des expériences, des rencontres, etc., enfin des rêves. Et ce genre de rêves, alors ils peuvent être parfois très, très forts, mais souvent il est difficile pour celui qui a ce genre de rêve, il est difficile de trouver un sens à ce rêve. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a eu ce rêve, et puis on ne sait pas pourquoi on a eu ce rêve, et puis la seconde d'après on était dans une autre situation où il s'est passé autre chose, et puis 30 secondes après on est encore dans une autre situation, etc. Et ce genre de rêve donc n'a pas trop de logique ou de cohérence souvent, enfin du moins du point de vue
de celui qui expérimente le rêve. Et bien souvent, ces rêves-là s'estompent au bout de quelques heures ou quelques jours au maximum, quoi. Donc ça, ce ne sont pas des rêves... Alors ces rêves proviennent d'une sphère qui n'est pas vraiment, qu'on ne peut pas vraiment appeler spirituelle, parce que c'est une sphère qui se situe entre la Terre et le monde spirituel, et l'au-delà. Et donc une sphère dans laquelle d'ailleurs on transite lorsqu'on décède. Les gens qui meurent, tout le monde meurt, n'est-ce pas? Et donc tout le monde passe dans cette sphère psychique pendant un temps qui dure en moyenne entre au minimum 40 jours et au maximum 30 ans, pour la moyenne des gens. Mais il y a des personnes, enfin, des esprits qui restent pendant des siècles dans cette sphère psychique ou l'astral, et ce sont ce qu'on appelle les fantômes. Les fantômes, les esprits qui restent parfois attachés à des châteaux souvent, ou à des lieux, des maisons, etc. Ici, je ne crois pas qu'il y en ait, enfin j'en ai pas senti, mais bon. C'est pas ce qu'on appelle le purgatoire dans la peut-être. Alors ça... mais pas dans le sens... les limbes, ou je sais pas. Oui, alors... la banlieue, quoi. La banlieue, voilà. Plutôt ça. La banlieue. Plutôt ça. Alors c'est un... Donc pour les esprits les plus évolués, il reste moins de temps, c'est-à-dire en général au minimum 40 jours, mais pour ceux qui sont spirituellement très évolués, ça peut être encore plus court. D'accord. Et alors, le premier état, entre guillemets, dans lequel on se trouve dans ce monde psychique ou dans l'astral, c'est dans ce qu'on appelle le corps émotionnel. C'est-à-dire que nous sommes ici sur Terre dans notre corps physique, enfin on a aussi d'autres dimensions, mais on vit dans notre corps physique. Donc lorsqu'on meurt, on passe dans ce monde astral et on reste plus ou moins longtemps dans ce qu'on appelle le corps émotionnel. Enfin, par corps émotionnel, il ne faut pas forcément entendre un corps au sens physique du terme. C'est dans un état émotionnel, c'est-à-dire c'est l'état dans lequel nous sommes, c'est une synthèse de notre vie émotionnelle sur Terre, en quelque sorte, pour essayer de résumer comme ça. Puis, au bout d'un certain temps, plus ou moins court ou plus ou moins long, on passe dans ce qu'on appelle le corps mental, c'est-à-dire qui touche nos croyances, nos idées, nos pensées, nos idéaux, mais ça n'est pas vraiment spirituel encore, c'est plus mental ou intellectuel. Et donc tout ça, c'est le monde psychique. Le corps émotionnel et le corps mental on évolue donc en restant dans cette sphère psychique où vivent d'autres esprits, alors des esprits qui sont décédés récemment voilà, et aussi d'autres formes d'esprits, des éléments, enfin ce qu'on appelle des élémentaux, alors je ne connais pas tout, des élémentaux, c'est-à-dire il y a des esprits qui sont liés aux éléments, notamment, vous savez, l'élément feu, la terre, l'eau, l'air, donc ce qu'on appelle, il y a les salamandres, les ondines, voilà, les esprits de ces éléments vivent dans ce monde psychique pour le travailler, pour le nettoyer, etc. Et les esprits qui se trouvent dans ce monde psychique et qui y restent très longtemps. Pourquoi ils y restent longtemps? Parce qu'ils ont un blocage émotionnel, psychique ou mental qui fait que ce blocage, par exemple, ce sont souvent des lieux, des châteaux comme des châteaux. Une personne reste donc attachée à parce qu'elle est sur un plan émotionnel, affectif, très attachée à ce château, à ce lieu. Et donc, c'est ce lien affectif, émotionnel trop fort à l'empêcher d'aller vers le monde spirituel.
Donc ça peut durer très longtemps, et comme ce sont des personnes donc, qui sont attachées aux choses matérielles, à leur château ou à leur trésor ou à je ne sais quoi, ce sont des personnes qui ne sont pas spirituellement très élevées, parce qu'elles sont attachées à des choses matérielles de façon excessive. Jusqu'à ce que quelqu'un, un médium ou un autre esprit, puisse les toucher, les atteindre, pour leur expliquer leur situation et leur expliquer que ce lieu, le château ou la maison ou le lieu où ils sont, n'est pas leur demeure, n'est pas le lieu où ils sont censés vivre définitivement, mais qu'ils doivent se diriger vers ce qu'on appelle la lumière, ou vers l'au-delà, vers le monde spirituel. Donc, lorsque l'on rêve, pour revenir aux rêves, les rêves ordinaires, entre guillemets, proviennent des perceptions de ce monde psychique. Voilà, moi, je vous dis ce que j'en sais, maintenant, à vous de vérifier ensemble. Décédés, enfin les personnes dans ce monde psychique se dirigent vers le monde spirituel et pour y demeurer de façon définitive. Les rêves qui proviennent du monde spirituel, de l'au-delà, sont relativement rares. Ils sont relativement rares. Alors ce sont les rêves dont parlait Jean-Luc un instant, c'est-à-dire que les gens ont eu un rêve, alors ça a été Dracula ou ça a été des expériences, enfin des scientifiques qui ont eu un rêve, etc. En principe, je crois que ces rêves proviennent du monde spirituel, non pas du monde psychique. Et donc, pourquoi ? Parce que les personnes, quand on a un rêve qui vient du monde spirituel, il n'est pas confus, comme les rêves du monde psychique. C'est pas confus, c'est pas incohérent, c'est pas farfelu. Ce sont des rêves qui généralement sont beaucoup plus lumineux, beaucoup plus forts, ont une impression plus forte sur la personne qui rêve, et il y a un message clair et compréhensible dans la plupart des cas. Alors la personne, il y a un message qui est parfois tellement clair, tellement fort, que quand la personne se réveille, elle ne comprend peut-être pas toujours ce que c'est. Mais enfin, dans la majorité des cas, le message est clair, logique, cohérent, lumineux. Et donc, quand la personne se réveille, ça peut être le cas de scientifiques ou d'écrivains, etc., d'artistes, qui donc après font leur découverte, leur création à la suite de ce genre de rêve. En fait, c'est plus destiné au collectif quand même. Le passage de cette en de monde spirituel, ça passe par une personne peut-être, oui. Mais c'est destiné plus à l'humanité. De préférence, oui, effectivement. De préférence, c'est plus collectif. L'orientation est plus collective, effectivement, que le rêve psychique, qui est personnel et dont... Alors, le rêve psychique est bien pour explorer ensuite le psychisme, comme l'ont fait Jung et Freud, parce qu'effectivement, c'est dans le subconscient. Alors là, on peut donc, à travers ce type de rêve, découvrir et explorer le psychisme de la personne. Mais les rêves spirituels ont une dimension supérieure et s'adressent effectivement de préférence à la collectivité, voire à l'humanité, parce qu'il y a je ne sais pas si les grandes découvertes ont été faites comme ça, mais c'est un peu le même processus, enfin le même phénomène, mais les personnes ne dormaient pas. Généralement, les gens étaient éveillés. Donc c'est un peu le même. Ce sont des rêves éveillés, des rêves spirituels éveillés, mais bon, c'est comment ? Comme dans la Bible, on voit des révélations. Oui, alors c'est un peu un processus un peu différent, mais qui amène un peu le même résultat. Mais on n'est pas vraiment dans le rêve, quoi. Donc ces rêves spirituels alors ils peuvent être amenés, donc c'est parce que notre corps spirituel part dans le monde spirituel, mais c'est donc beaucoup plus rare, malheureusement, en général, que les rêves psychiques, parce que si vous voulez, il y a le monde physique, il y a le monde psychique qui l'entoure, et le monde spirituel qui est encore au-delà. Alors en astrologie, ça c'est... Je vais faire un mot d'astrologie pour vous expliquer quelque chose d'intéressant. C'est parce que le monde psychique n'est que le reflet de nos émotions, de nos pensées, de nos croyances. Et en astrologie, donc, on représente le monde physique par la Terre,
le monde psychique par la Lune et le monde spirituel par le Soleil. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement la Lune n'est que le reflet, n'est un reflet, n'émet pas de lumière. Non. C'est simplement le reflet, et le monde psychique est également le reflet ou l'image, ou le miroir de nos émotions, nos pensées, nos croyances, nos espoirs, notre imagination, etc. Mais n'a pas comment dirais-je, une vie ou une énergie propre, en quelque sorte. Ça n'est que le reflet de quelque chose. Et aussi en voyance, d'ailleurs, et les médiums, les voyants, dans un certain nombre de cas, c'est à ce monde qu'ils ont accès, et non pas au monde spirituel. Donc, c'est pour ça que la voyance, c'est souvent d'ailleurs, le monde de la voyance est parfois symbolisé ou représenté par la Lune, justement, parce que c'est le reflet, c'est un effet miroir, quoi, hein. Ça permet de se voir, mais dans une autre façon, quoi. Enfin, non pas de notre point de vue, mais comme dans un miroir, quoi, justement. Oui, le terme de lunatique aussi vient de là, oui, parce que effectivement c'est une perturbation du monde psychique de la personne, mais la personne spirituelle reste intacte, n'est pas, parce que la personne spirituelle n'est pas sujette aux maladies ou aux perturbations ou à la dégradation quelconque ou à la maladie, etc. Donc, en astrologie, le monde physique est symbolisé par la Terre, le monde psychique par la Lune. Pourquoi par la Lune? Parce que c'est un reflet, c'est un effet miroir, mais il n'y a pas de vie, d'énergie en quelque sorte à provenir. Enfin, il y en a dans le monde psychique si on veut, mais c'est un monde qui est le miroir de notre vie sur Terre, quoi, en fait. Donc, en astrologie, la Lune symbolise le monde psychique et le Soleil, alors lui qui est source de vie et d'énergie, justement, symbolise le monde spirituel. Voilà. Et en astrologie, le point central, ou l'un des points centraux du thème astrologique, c'est le Soleil, ce n'est pas la Lune. Enfin, dans notre astrologie occidentale, en tout cas. Donc, je vous dis ça, c'est parce que ça donne des images, quoi, si vous voulez, pour se représenter les mondes physiques, psychiques et spirituels. Donc le monde spirituel est au-delà du monde astral. Oui, il est au-delà, et puis surtout, il est beaucoup plus stable, il est beaucoup plus lumineux, il est plus divin, quoi. Parce que le monde psychique étant le reflet de nos émotions, de nos pensées, de nos croyances, bien évidemment, on sait que ça bouge tout le temps et c'est très instable. Et c'est pour ça que quand on y va pour rêver, les rêves sont incohérents, c'est pas logique, c'est farfelu, c'est imprévisible, parce que ce sont des émotions, des pensées qui s'agitent dans tous les sens, enfin plus ou moins, et qui sont effectivement le reflet de ce monde, quoi. De notre monde intérieur, alors découvert et exploré par des grands médecins. Je pense dans la mythologie, il y a une il y a perception. une part de monde Il y a une spirituel perception aussi, au-delà. et qui est même dimensionnelle. La mythe, quand même, oui. Oui, Voilà. mais peut-être plus. C'est une tension entre les deux, ouais. Et Yves avait une question? Oui, quand tu as dit les personnes décèdent et puis ensuite elles sont dans Une question de dépressurisation. Intermédiaire, c'est ça? Oui. Comment tu dis? Le monde astral ou le monde Et ça dure un certain temps. Oui. Et tu disais, les personnes spirituellement évoluées le traversent plus rapidement. Oui. C'est ça. Alors, comment tu définis évoluer? Enfin, qu'est-ce qui distingue une personne spirituellement évoluée d'une personne pas évoluée? Est-ce qu'il y a un instrument de mesure? Est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il y a... Je sais pas, il y a... piège, mais bon, disons que les personnes qui pendant leur vie sur Terre se sont attachées émotionnellement à des valeurs matérielles, très physiques, enfin je sais pas, comme le sexe ou l'argent, ou l'alcoolisme, enfin ce qui est reconnu comme de moralité douteuse, disons, ou qui vont créer, susciter chez la personne des émotions lourdes et négatives. Alors bon, bien sûr tout ça c'est subjectif parce que
ce qui est bien pour les uns n'est pas forcément pour les autres, et mal pour les uns n'est pas forcément mal pour les autres. Donc tout ça, c'est effectivement un peu subjectif, mais si les personnes qui, au cours de leur vie, ont eu ou des criminels, quoi, des voleurs, des criminels, des gens qui ont tué d'autres personnes, ils vont probablement, très probablement, avoir plus de mal à passer dans le monde spirituel, enfin où ça va être plus long. Bien qu'il paraît qu'il y avait il paraît qu'il y a il paraît, c'est sûr, même il y a des criminels qui sont croyants religieux aussi, alors c'est assez compliqué, mais disons que les personnes qui ont eu au cours de leur existence sur Terre une vie qui a créé en eux des émotions qu'on va réputer lourdes ou telles que le vol, le crime, la délinquance, c'est vachement moral, ça, etc., ou qui se sont attachés de façon excessive à l'alcool ou à l'argent, ou qui ont vécu de façon triste ou agressive. Le passage n'est pas forcément un problème en soi, je veux dire, la durée, pas forcément non plus, c'est un monde... Alors, de toute façon, la personne ira dans ce monde psychique, comme dans le monde spirituel d'ailleurs. Chaque personne va dans le lieu psychique ou astral, donc, ou spirituel, qui correspond à son être intérieur profond. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc on a un espèce d'identificateur par contre. C'est un grand ordinateur. Ouais. C'est notre état intérieur profond qui définit en quelque sorte le lieu et les conditions de vie dans le monde psychique pendant un certain temps, puis dans le monde spirituel de façon définitive. Donc il n'y a pas d'erreur, parce que la mesure, elle est à l'intérieur de chaque individu. Comment améliorer? Alors comment améliorer? En recherchant la vie spirituelle. Alors que ce soit chrétien ou bouddhiste ou musulman, ou après, bon, je ne vais pas juger, mais enfin, en recherchant les valeurs qui ne vont pas susciter d'émotions lourdes et qui vont retarder, voire retarder l'évolution. Le côté strictement religieux n'est pas... ça ne suffit pas, en quelque sorte. Parce que... Enfin, ça ne suffit pas... Peut être considéré comme un facteur d'amélioration. Oui, c'est ça, mais disons, il y a aussi, je dirais, la conscience personnelle de l'individu doit également contribuer à son élévation spirituelle. Parce que, si vous voulez, je vais vous raconter une anecdote. Alors, il y a un grand médium pour lequel j'ai beaucoup de considération. Enfin, c'était pas vraiment un médium, c'était un mystique plutôt, c'est Emanuel Swedenborg, qui a raconté beaucoup d'expériences spirituelles. Et il y a des personnes qui arrivent dans le monde spirituel, et je me souviens d'une anecdote que j'avais lue de Swedenborg qui m'avait... Et donc, il y a qui était un criminel. Mais il ne voulait pas le reconnaître. Et donc, on lui a dit, tu es un criminel, donc tu ne peux pas aller là-haut, vers le ciel. Quoi. Tu vas par là-bas. Ah, il a dit, non, moi je ne suis pas criminel, je n'ai tué personne, c'est pas vrai. Bon. Enfin, je ne me souviens plus des détails de toute l'histoire, mais bon, en gros, c'était ça. Et donc, il y a des anges qui sont venus, ou un ange qui est venu vers cette personne et qui lui a dit, bon, tenez, voici une pelle, là, et tu creuses un trou ici. Bon, ok, il s'exécute, il creuse un trou encore, et vas-y, tu creuses encore et encore. Bon. Donc il creuse un trou qui ressemble à une tombe, quoi. Et au bout d'un moment, il y a l'une des personnes qu'il avait tuées qui sort du trou et qui lui a dit, qu'est-ce que tu m'as fait quand j'étais sur Terre? Tu m'as tué. Et le gars, il était complètement subjugué. Et l'ange est venu après, lui dit, bon, ben maintenant tu vas par là-bas. Donc on ne peut pas mentir dans le monde spirituel. C'est absolument impossible. On ne peut pas mentir, on ne peut pas prétendre être bon et juste. Mais est-ce que tout le monde est forcément dans le même état, plus ou moins? Est-ce qu'il y en a qui sont plus évolués spirituellement, comme tu dis, ou d'autres moyens? Alors, oui, sans doute, mais alors pour pouvoir définir cela de façon claire et précise, non, c'est très difficile. Bon, je pense des personnes, pour la plupart des gens qui se font passer pour des saints dans le christianisme, pour la plupart, sans doute pas tous d'ailleurs, le sont réellement et sont dans des sphères spirituelles élevées. Mais, enfin là, je ne veux pas trop parler du monde spirituel parce qu'on s'écarte un peu du domaine du rêve,
mais je dirais qu'il y a les êtres spirituels, les anges, les archanges, qui, eux, ne se sont jamais corrompus et qui sont des repères. Un livre qui a été écrit par une femme qui était professeure de psychologie, une femme juive, de famille juive, qui était professeure de psychologie aux États-Unis dans une école très prestigieuse et qui était athée et qui était même presque militante athée. Et donc cette femme juive a eu une expérience avec Jésus et il lui a dit « tu vas écrire un livre ». Et elle a écrit le livre qui s'appelle « Un cours en miracle ». Ah oui, c'est très bien. Et qui est un livre absolument génial, à mon goût, qui est extraordinaire. Un cours en miracle. Hélène Schuckman. Elle est décédée. Hélène Schuckman. il y a toute une école de spiritualité aux États-Unis. H-E-N-E-N. Et Schuckman, c'est S-C-H-U-C-M-A-N, je crois. Et elle était athée. Elle était athée. Alors, elle a dit au début, Jésus, pourquoi tu ne demandes pas à une religieuse dans un couvent quelque part d'écrire ton bouquin, parce que voilà, il a dit, tu te débrouilles très bien, donc on va continuer. Alors c'est un très gros pavé qui fait 1350 pages. Ah oui, c'est énorme, qu'elle a écrit avec Bill Tedford, qui est un collègue professeur de psychologie également, parce qu'elle recevait ça. C'était pas de l'écriture automatique, mais c'était quand même. Elle entendait comme une espèce de magnétophone intérieur. Et elle posait des questions, elle avait les réponses. Donc ça a été écrit sur un espace pendant. Elle prenait en stélo parce que ça allait très très vite. Et elle a écrit. Enfin, le livre, ils ont mis 7 ans à l'écrire. Et encore le livre, Un cours en miracle. Il y a d'autres sujets qu'elle a reçus par Jésus et qui font au moins autant que le livre encore. Des compléments après. Donc il y a bien peut-être 3000 pages. Non, il est en un seul tome. Alors il y a trois parties dans le livre. Mais il y a des experts. Il y a toute une école. Il fait 1350 pages. Si me laisse parler, je veux bien. Il y a le texte qu'on trouve en librairie ou sur Internet, Amazon. C'est un livre qui est... Une fois que vous avez lu ce livre, il y a des centaines de livres. Il y a le texte qui fait 730 pages. Il y a le livre d'exercice qui fait 500 pages. Et il y a le livre pour enseignants, pour enseigner, qui fait 100 pages ou 120 pages. Dedans. Non, mais le livre, il est relativement cher, il est 40 €. Il y a